L'essentiel continue. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On va plus loin à présent avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine, dont je vous rappelle le titre en une sur ce mois de mars. Les matières premières, l'Afrique est-elle incontournable? Face à vous, Antoine Mariotti, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Antoine. Bonsoir. Au sommaire, Donald Trump cherche à rassurer. Les négociations se poursuivent avec l'Iran, assure le président américain, après le refus clair par Téhéran de son plan en 15 points. Oui, mais en cas d'échec, il promet de déchaîner l'enfer contre le pouvoir iranien. Et puis retour sur les élections municipales ici à Paris. Parmi les villes qui changent de maire, une douzaine passent du côté de la France insoumise, notamment en périphérie des grandes villes, avec l'arrivée aux responsabilités d'une nouvelle génération, parfois dans des familles elles-mêmes issues de l'immigration. On en parlera dans un instant. C'est tout de suite, on va plus loin. Le ton est à nouveau à la menace côté américain où l'on se dit prêt, je cite, à déchaîner l'enfer contre l'Iran, tout en assurant que les discussions continuent. Allez comprendre pourquoi un tel revirement, un de plus. Eh bien, Téhéran a rejeté le plan américain en 15 points qui lui avait été transmis par l'intermédiaire du Pakistan. Les États-Unis négocient peut-être, oui, mais avec eux-mêmes, avec rebond d'ajouter le pouvoir iranien dans un ultime pied de nez, Siavash Ghazi. En fait, le message est très clair parce que le plan qui a été donc présenté par les Américains, c'est exactement le même plan que Steve Witkoff avait donné à Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne, avant donc le déclenchement de la guerre. Téhéran qui avait refusé ce plan et donc aujourd'hui, c'est de nouveau un refus. L'Iran estime que désormais Téhéran a la haute main dans le conflit actuel avec des frappes de plus en plus dures contre Israël, contre les bases américaines, notamment, mais aussi contre par exemple le porte-avions américain, donc Abraham Lincoln, ou encore contre des frappes dans le nord d'Israël sur une centrale électrique près de Haïfa, et surtout une frappe très importante dans la région de Dimona où il y a des installations nucléaires, mais aussi une usine d'ammoniac ainsi qu'une usine d'uranium à cet endroit-là. Et donc pour Téhéran, il n'est pas question de céder. Téhéran dit en plus de ces 5 conditions, les États-Unis et la communauté internationale, les pays occidentaux doivent reconnaître le droit de l'Iran à avoir un programme nucléaire et donc développer son programme nucléaire, également un programme balistique sans qu'il y ait de limites, et aussi autre condition exigée par Téhéran, on en parle de plus en plus ici, c'est la fermeture d'une chaîne de télévision en persan, la chaîne Iran International, qui est accusée d'être, selon Téhéran, donc le bras médiatique de l'armée israélienne. Donc des conditions extrêmes qui rendent particulièrement difficile toute négociation. Téhéran, en plus de ça, refuse de négocier avec Steve Witkoff et Jared Kushner, qui en affirmant qu'à 2 reprises, ils ont trahi la diplomatie et la table de négociation. Ziad Limam, voilà donc Donald Trump ramené à son dilemme initial, contraint de hausser le ton à nouveau, tout en assurant que l'Iran cherche à négocier. A-t-il d'autre choix que de poursuivre son offensive, en fait ? Il a toutes les options sont ouvertes côté américain, mais ce qui est intéressant, c'est D'abord, c'est pas la première fois qu'il menace de déclencher l'enfer. Donc il y a un côté, il y a quelque chose qui s'use dans la promesse de violence. On parlait d'un ultimatum de 48 heures le week-end dernier avant que l'enfer se déchaîne. L'enfer va se déchaîner. Ceci dit, les Américains et les Israéliens ont les moyens de faire très mal. Ils peuvent effectivement taper sur les industries énergétiques iraniennes. Ils peuvent taper sur le secteur pétrolier. Ils peuvent essayer je leur souhaite bien du plaisir, de prendre une île comme Karg ou essayer de sécuriser les abords du détroit d'Ormuz. Donc la menace militaire n'est pas complètement... elle n'est pas factice, elle est réelle, d'autant plus que les Israéliens jouent leurs cartes, eux, quel que soit X. Mais tout ça, c'est un coût immense. Pour les États-Unis, pour les marchés de l'énergie, pour les pays du Golfe, pour l'économie mondiale, pour l'économie américaine, qui, même si elle est productrice elle-même d'énergie, le coût se répercute sur les citoyens électeurs. Donc les Américains sentent bien que, en tous les cas, le cercle autour de Donald Trump, les raisonnables, disons, sentent bien que le coût d'une guerre longue
est un coup probablement impossible pour la coalition américaine-israélienne et pour le reste du monde et pour les alliés, etc. Après, les 15 points qu'ils présentent, c'est clair que ça sera refusé. C'est juste, vous enlevez votre pantalon, vous mettez vos menottes et puis vous signez en bas de la feuille. Comme les points que donne l'Iran sont inacceptables. Donc on a vraiment l'écart maximum du début d'une discussion. Toute la question, c'est de savoir si des deux côtés, il va y avoir des gains incremental, comme disent les Américains, c'est petit à petit. Et il y a un autre point qui est très important, c'est le refus des Iraniens, ça je pense que c'est assez parlant, de négocier avec l'équipe Trump telle que lui la voit, c'est-à-dire Witkoff et Kushner. Et on a entendu parler d'un éventuel, alors je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui peuvent raconter n'importe quoi, d'une éventuelle implication de J.D. Vance, qui serait peut-être le nouvel interlocuteur, ce qui serait quand même paradoxal, puisque lui, il était contre la guerre. Ouais. Donc on est quand même dans le brouillard total, ce que les Américains appellent the fog of war, avec des déclarations de part et d'autre, sachant qu'en Iran, on ne sait pas très bien non plus qui est vraiment le chef, qui est vraiment le patron. Est-ce que c'est le président de l'Assemblée? Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? Est-ce que c'est les gardiens de la Révolution? Est-ce que c'est tout le monde? Voilà, donc c'est des moments toujours très, très difficiles. Est-ce qu'en tout cas, Antoine, cette séquence n'est pas venue souligner la faiblesse relative des États-Unis qui, malgré un net avantage militaire, ont montré à quel point ils avaient hâte que cette guerre s'achève? Paradoxalement, l'Iran aujourd'hui est presque en meilleure position pour négocier qu'il ne l'était il y a un mois. Il y a un mois, on éliminait leur guide suprême, le feu s'abattait sur Téhéran. Quand ils promettaient l'enfer, ils ont quand même eu aussi l'enfer. Israël a dit aujourd'hui, on a quand même lancé 15 000 bombes sur l'Iran. Donc bon, on peut aller plus loin en effet, et c'est tout à fait juste, mais comme le disait très justement Ziad, ça a un coût immense, et pour quel résultat? Le régime est toujours là, il n'y a pas eu de changement de régime. La population ne s'est pas soulevée, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver à un moment, mais elle ne s'est pas soulevée, elle n'a pas bougé. C'est même très quadrillé en ce moment et depuis le début à Téhéran. L'économie mondiale est touchée parce que du coup, ce qui était archi prévisible, l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, même si hier ils ont assoupli les choses. Il y a quand même eu quelques Américains qui sont morts, les pays de la région ont été touchés. Oui, c'est un coup immense. Et pour quel résultat? Pas grand-chose de positif. Certes, l'Iran est affaibli, le régime est affaibli, ils ont moins de missiles balistiques, ils ont moins de capacités nucléaires, etc. Mais pour autant, est-ce que ça change grand-chose? C'est pas pour rien d'ailleurs que certains pays de la région font savoir qu'en fait, ils ont un peu peur que tout s'arrête finalement tout de suite d'un coup, parce que ça voudrait dire qu'on se retrouverait avec le même Iran, mais voire peut-être plus énervé, potentiellement plus revanchard. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Je ne suis pas sûr que l'Iran ait envie de s'en prendre aux pays de la région dans 3 semaines si tout s'arrête demain. Mais enfin, il n'y a pas d'avancées qui sont particulièrement concrètes de ce côté-là. Donald Trump avait pourtant salué hier un cadeau, selon ses termes, fait par les Iraniens, une réouverture partielle du détroit d'Ormuz, mais seulement aux navires non hostiles, a cru bon de préciser depuis Téhéran. Quelles solutions sont envisagées? Voyez les explications en images d'Alice Broga. C'est le sujet prioritaire pour les dirigeants aux 4 coins de la planète. Il est d'une importance capitale pour nous que le détroit d'Ormuz soit ouvert immédiatement. La fermeture de facto du détroit d'Ormuz par les forces iraniennes est inacceptable et doit être condamnée. Nous devons régler la situation dans le détroit d'Ormuz et nous avons besoin de l'aide de nos partenaires internationaux pour y parvenir. Sous pression américaine, mais aussi face au risque de crise économique majeure, une trentaine de pays emmenés par la France et le Royaume-Uni vont se réunir cette semaine. Objectif, bâtir une coalition pour sécuriser le détroit, bloqué par l'Iran depuis début mars et par où transite 1/5 du pétrole mondial. Avec pour principal défi, éviter une défaite stratégique comme en mer Rouge. Fin 2023, une coalition menée par les États-Unis a tenté de protéger les navires attaqués par les rebelles houthis du Yémen, dans ce corridor par où transitait 12% du commerce mondial. Malgré d'importantes ressources engagées, plus d'1 milliard de dollars en armes, 4 navires ont été coulés par les Houthis et la voie maritime est toujours largement évitée car jugée peu sûre. Or, la situation dans le détroit d'Ormuz est bien plus complexe. D'abord parce que la zone à sécuriser est 5 fois plus vaste, mais aussi car l'Iran dispose d'une armée professionnelle bien plus redoutable que les Houthis, avec ses drones, ses missiles et la menace de ses potentielles mines flottantes.
Selon les experts, escorter les navires commerciaux dans le détroit nécessiterait une douzaine de grands navires de guerre, mais aussi d'importants moyens aériens, avec un risque élevé de pertes. Les forces armées, grâce à leur domination sur les ennemis américano-sionistes et en coopération avec les pays de la région, sont capables d'assurer la sécurité du Golfe Persique. Et les pays extra-régionaux n'ont aucun droit d'intervenir dans ce domaine. Plusieurs pays, dont la France, refusent toutefois d'intervenir tant que les frappes se poursuivent dans la région. L'Iran, de son côté, revendique la reconnaissance de sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz comme condition pour cesser les hostilités. Zalim, c'est le paradoxe de cette guerre déclenchée par les États-Unis et Israël. L'Iran aura finalement raffermi sa mainmise sur l'un des points les plus stratégiques de la planète? Enfin, on a juste redécouvert que les Iraniens avaient la capacité de fermer, d'ailleurs sans vraiment le fermer. C'est juste la menace qui fait que les bateaux n'osent pas traverser, ou les bateaux sont plus assurés, ou que les compagnies maritimes n'envoient plus de bateaux. Donc c'est une fermeture. Les gens s'imaginent que les Iraniens ont bloqué ça avec des navires de guerre. Non, on a fermé le détroit d'Ormuz. Ouais. OK, il est fermé. Ouais. Donc je pense que c'est surtout... je pense que c'est une redécouverte qui est liée aussi à un calcul stratégique qui était... entre la naïveté et l'optimisme. C'est-à-dire, je pense sincèrement que les Américains, peut-être moins les Israéliens qui connaissent peut-être mieux la région et paradoxalement connaissent mieux les Iraniens pour les avoir infiltrés de haut en bas, je pense que les Américains pensaient réellement qu'en décapitant le système avec les premières frappes, etc., qu'il allait avoir un phénomène à la vénézuélienne. Au début, je trouvais ça surréaliste, mais plus je vois, plus je me dis que c'était le calcul, que quelque chose aurait émergé de l'intérieur du système iranien en disant « Ok, stop, c'est bon, on dégage l'équipe et on prend la place », ce qui s'est passé au Venezuela. Donc c'est une méconnaissance de l'Iran, c'est une méconnaissance de la nature du régime islamique, mais aussi du psyché. Malgré tout, même si le régime est honni, est-ce qu'il a particulièrement envie d'être américanisé et envahi par les Américains? Donc c'est pas si simple. Et tout ce calcul était extrêmement... comme le fait que les Iraniens n'allaient pas s'attaquer aux pays du Golfe. Je sais pas d'où c'est sorti, mais c'était clair que des pays du Golfe qui, par ailleurs, ont des bases américaines chez eux, sur lesquelles il y a un doute sur l'utilisation de ces bases ou pas, c'était clair que ça allait être des cibles. Et qui avait été prévenu par Ali Larijani lui-même. Hein. Oui, mais en tous les cas, tout ça est parti d'une série d'interprétations du rapport de force qui est souvent... Mais, c'est pas pour faire de l'histoire, mais les Américains se sont souvent trompés dans le rapport de force de l'hyperpuissance par rapport à un conflit localisé. L'Afghanistan, le Vietnam, l'Irak, on peut citer beaucoup de conflits. Et dans cette nouvelle guerre asymétrique, l'Iran menace à présent d'ouvrir un nouveau front, alors non pas directement, mais par ses fameux proxys, sur le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui pourrait là avoir des conséquences, décupler en tout cas les conséquences du blocage d'Ormuz. Oui, ça peut bloquer complètement tout l'accès à la mer Rouge, donc y compris jusqu'au sud d'Israël et au canal de Suez. Donc c'est évidemment une autre menace supplémentaire. Ça, c'est parce que le président du Parlement iranien, Ghalibaf, a dit que, selon leurs renseignements, eh bien, les Américains s'apprêtaient à envahir une des îles iraniennes, avec l'appui d'ailleurs d'un pays de la région. Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite ou les Émirats? En tout cas, c'est une forte probabilité que ce soit l'un des deux. Et que du coup, s'ils faisaient ça, eh bien, ils seraient prêts à ouvrir encore un autre front. Et donc là, allez-y maintenant pour sécuriser tout ça. Abbas Araghchi, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé il y a un peu moins d'une heure en disant que les États-Unis avaient échoué. Ils avaient échoué d'ailleurs à protéger tous les pays du Golfe et que finalement, ils les avaient même mis en danger. Et il a dit d'ailleurs, si j'ai un message à faire passer à tous les pays de la région, éloignez-vous, prenez vos distances des États-Unis. Donc, vous voyez bien que ce parapluie américain n'a pas fonctionné. Il ne fonctionne d'ailleurs pas tellement non plus pour Israël. Il faudrait quand même rappeler, j'étais avec quelqu'un à Tel Aviv au téléphone tout à l'heure, il me disait, mais toutes les nuits, depuis un mois, on est réveillé. C'est pas qu'il y a une bombe une fois de temps en temps, parce qu'il y a quand même une tendance en Israël à vouloir cacher un peu la réalité de ce qui se passe, et on n'est pas à feu et à sang en Israël. Mais toutes les nuits, à Tel Aviv, vous avez les populations qui sont réveillées par les alertes antimissiles 2 fois, parfois 3, parfois 4, il m'a dit même parfois 5 fois. La nuit dernière, ça a été calme, c'était 1 fois à 1 heure, et après, ça a été calme, mais parfois 5 fois par nuit. Et quand vous allez dans le nord d'Israël, parce que tout ça a déclenché un autre front avec le Hezbollah aussi, et bien là, c'est encore pire, parce que non seulement vous avez les missiles
missiles qui arrivent d'Iran, mais vous avez aussi tout ce qui arrive de la part du Hezbollah. Donc tout ça, il y a un moment où il faut que ça s'arrête parce que c'est un peu intenable pour tout le monde. Maintenant, j'en reviens un peu à la première question sur les conditions. Oui, c'est l'exact opposé pour l'instant. Ils sont à l'exact opposé. Bon, c'est le point de départ de toute négociation. Il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver. C'est-à-dire que, je prends un exemple, les Américains disent par exemple, il est hors de question désormais que vous puissiez, vous, Iraniens, enrichir de l'uranium. Donc là, on est dans un processus nucléaire et enrichir de l'uranium à un certain niveau, au-delà de 90%, dans une certaine quantité, vous permet, si vous avez d'autres conditions, eh bien, d'avoir une bombe nucléaire. C'était le postulat aussi des États-Unis avant les négociations qu'on menait à l'accord de 2015. Mais au bout d'un moment, il y a eu des garanties qui ont été données de dire contre contrôle, et vous pourrez vérifier, on n'enrichira pas à plus de 3%, enfin 2,67 pour être précis. Donc, on a le droit pour une utilité civile, médicale, énergétique, etc. Donc, ce genre de choses est possible. Maintenant, tout n'est pas possible parce qu'en échange, en réponse plutôt à ces 15 points-là, les Iraniens ont en effet fait leur liste de 5 points, notamment en prenant totalement contrôle d'Ormuz, alors que les Américains, Trump disait encore l'autre jour, si, il faudrait que ce soit les Iraniens et nous, comme quoi finalement il y a toujours des interlocuteurs là-bas. Il a dit, qui le contrôlera, ce sera peut-être moi et l'ayatollah. Comme quoi finalement le changement de régime, quel qu'il soit d'ailleurs, le changement de régime est peut-être plus tout à fait d'actualité du côté de Washington. De quoi aller Ziad Limam, peut-être même jusqu'à envisager une levée des sanctions, un relâchement de la pression occidentale sur le nucléaire. Les Iraniens pourraient imposer des conditions ? Les Iraniens, aujourd'hui, ils ont la capacité de dire non à ce qu'on leur demande et de présenter des contre-propositions et d'entrer dans un processus. Après, encore une fois, il peut y avoir des solutions totalement différentes, y compris des solutions militaires qu'on ne contrôle pas. Donc, moi, je ne vais pas plus loin qu'il y a eu une première offre, il y a une contre-offre, comme on disait tous les deux, on est à des kilomètres les unes des autres, il y a des points de ralliement, mais je pense que si les Américains se disent qu'ils peuvent acheter en quelque sorte ce régime, je pense c'est qu'ils ne connaissent pas l'Iran. D'abord, encore une fois, JCPOA 2015, c'est les Américains qui l'ont déchiré. Oui. La guerre, c'est les Américains et les Israéliens qui la déclenchent. Ce n'est pas la première. Au mois de juin, ils ont déjà été bombardés. On a quand même tué un certain nombre de leurs chefs. On a tapé sur Téhéran. On a cassé le pays. Je ne vois pas comment, sauf en état d'extrême faiblesse et effectivement de changement de régime qui venait de l'intérieur, je ne vois pas comment ce leadership va dire « Ah mais oui, bien sûr, c'est ça, mettons-nous d'accord ». Donc c'est là qu'il y a le truc qui coince. Oui, parce que la question des sanctions, elle est vraiment centrale. C'est la priorité pour les Iraniens, de lever les sanctions internationales qui étouffent concrètement leur économie. Alors, ils ont appris depuis des décennies à vivre parallèlement, à trouver d'autres systèmes pour s'en sortir. Enfin, ça étouffe quand même l'économie, ce qu'ils avaient poussé d'ailleurs à négocier dans les années 2010 pour arriver à cet accord de 2015. Et là, dans les 15 points proposés par les États-Unis, il y a la levée des sanctions. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que potentiellement, si on arrive à se mettre d'accord sur d'autres choses, je parlais de l'uranium par exemple, ça fait partie des points, c'est une piste comme quoi qui montre comme finalement les Américains seraient peut-être prêts à faire ce genre de choses. Et pour le coup, Trump, qui est tellement imprévisible, il a tellement envie de faire des accords que s'il dit on a anéanti le programme nucléaire et il nous donne 2-3 garanties et l'AIEA peut aller visiter, on peut très bien faire un accord parce que au final, c'est ce qu'il arrange et il mettra ça dans sa petite liste des paix qu'il a réussi à trouver. Ça, c'est l'autre grande question. Le régime reste en place, aux grandes dames des manifestants à qui on avait promis l'aide arrive. C'est l'autre grande question, ça. Parce qu'en guerre, il n'y avait que, excusez-moi encore une fois, les agents du renseignement israélien et américain qui pensaient que la guerre pouvait générer une révolution. On ne fait pas la révolution sous les bombes, on ne fait pas la révolution avec des bassidjis qui peuvent tirer dans la rue à n'importe quel moment. Donc, si jamais on va vers un processus de paix ou de déconfliction, c'est le mot à la mode sur ce genre de guerre, rien ne prouve que le régime sera capable de tenir sa rue et sera capable de tenir son propre pays. Donc on rentre quand même dans des successions d'inconnus. Je suis d'accord, juste un point, je ne pense pas que ce soit les services de renseignement qui disent ça, mais que ce soit les politiques qui le pensent, malgré tout ça. Il y a beaucoup ça, en tout cas, notamment du côté de Washington, où il y a des gens qui connaissent assez bien quand même cette région-là, mais dans ceux de la CIA, mais c'est toujours pareil, c'est comme à l'époque de la guerre en Irak, on écoute ce qu'on veut entendre et qui vont dans le sens de ce que nous, politiques, voulons effectuer. Quoi. Oui, et puis une autre donnée dans l'équation, il va falloir qu'on passe à la suite, mais c'est évidemment Israël, parce que rien ne dit qu'Israël soit
aujourd'hui alignés sur l'idée d'un accord entre les États-Unis. Mais si les Américains sont décidés, il suffit de limiter les livraisons d'armes pour que ça se calme. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois, le leadership est quand même à Washington. Ils n'en ont aucune envie, mais ils suivront. Ouais. On en vient au Quitte à régler le problème dans 5 ans ou 5 mois. On en vient aux suites des élections municipales dont les 2 tours avaient lieu ici en France dimanche dernier. Si dans les mairies des plus grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, c'est la stabilité qui domine, on voit le Rassemblement national s'ancrer dans le périurbain, la droite traditionnelle conserver, même gagner des villes de taille intermédiaire, et la France insoumise, alliée encombrant pour les Verts et les socialistes, parvenir à remporter seule des mairies de banlieue, des quartiers populaires où réside souvent une forte proportion de Français issus de familles d'origine étrangère, et au final de nouveaux visages représentatifs de ce qu'on appelle la diversité. Ziad Limam, c'est un changement qui se produit avec retard ici en France ? Non, moi ça m'a frappé parce que d'abord j'ai été assez surpris parce que alors c'est pas tous des LFI, hein. Il y a des cas, il faut prendre chaque ville particulièrement. Par exemple, Auban-Ménil, c'est une association un peu particulière entre l'ancienne direction communiste, un indépendant, un homme quelqu'un du centre. Donc c'est LFI, mais c'est aussi des histoires locales. Et puis c'est aussi ce qui m'a frappé, c'est que ça a été sur la dernière élection de 2020, ça a été des anciens bastions qu'on appelait rouges, qui étaient passés à droite ou au centre et qui redeviennent de l'autre côté. Ouais. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces visages qui émergent, alors je ne veux pas caricaturer ce qu'on appelle dans le langage wokiste les racisés ou les enfants de l'émigration, et tout de suite un traitement très particulier dans les médias qui est soit via les réseaux sociaux, c'est le déferlement droite, ultra-droite, c'est des racailles, c'est des banksters, c'est je sais pas quoi, etc. Et une forme de distanciation, excusez-moi, des grands médias traditionnels. C'est-à-dire on n'est pas rentré pour comprendre qu'est-ce qui se passe. De dire c'est LFI peut-être, mais je ne crois pas que dans une ville comme Saint-Denis, par exemple, que ça soit juste que LFI ait plus de 50% des voix par lui-même. C'est une alliance... Dès le premier tour, hein. Moi, je trouve plus intéressant le fait que c'est des gens qui sont de ces villes-là. Alors, ils étaient peut-être, il y a 50 ans, leurs parents venaient peut-être du Mali, du Niger, du Sénégal ou de la Tunisie ou du Maroc, mais c'est des gens qui sont de ces villes-là, qui ont grandi dans la réalité de cette ville et qui arrivent à faire un lien entre guillemets, les racisés et les catégories populaires de ces villes qui ne sont pas forcément liées à l'immigration. Et c'est ce lien qui a fait les victoires. Encore une fois, c'est très intuitif ce que je dis parce qu'on a parlé du sujet ce matin, donc je n'ai pas appelé M. Fourquet encore pour avoir le millimétrage de tout ça, mais c'est mon intuition, c'est que c'est à la fois des candidats qui représentent des minorités, mais qui sont dans la ville, qui ont grandi dans la ville, qui connaissent les réalités, et qui ont un agenda politique assez populaire, enfin assez de gauche, pour dire on veut du changement dans ces villes qui sont marginalisées. Et la dernière chose, avant de céder la parole, ce qui m'intrigue aussi, c'est pourquoi les grandes formations dites de gauche ou même du centre, et pourquoi pas de droite, pourquoi ces formations ne sont pas allées travailler cet électorat. On dit Mélenchon, il a pris une décision, il travaille cet électorat des banlieues populaires. Ouais, mais vous êtes où les socialistes? Vous êtes où les grands libéraux du centre? Vous êtes où la droite dite gaulliste et qui a des attaches populaires? Elle est où? On les a souvent taxés de clientélisme aux associations. Oui, mais même... C'était le cas notamment à Corbeil-Essonnes. Pourquoi on n'arrive pas, tous ces maires-là, Bassi Konaté, Ali Dura, Demba Traoré, Yaya Soukouna, Idir Boumertit, il y a eu des réélections aussi à Orly de Madame Souid, donc ça prouve que c'est quelque chose qui s'inscrit dans une forme de durée. Antoine Mariotti. Qui peut gêner un certain nombre de gens. Mais c'est la France. Sur le Parti socialiste et les autres partis, centre, etc., clairement, il y a eu aussi un embourgeoisement. On voit bien que le Parti socialiste n'est plus du tout un parti d'ouvriers ou autres, et qu'aujourd'hui, ou de classe très populaire, et ceux-là, ils vont beaucoup vers soit LFI, soit le RN, voire Reconquête ailleurs. À Paris, le RN n'a pas existé, c'est Reconquête qui est quand même encore plus à droite. Hein. Voyons les discours d'Éric Zemmour, ça s'est banalisé, mais enfin, il y a quand même des choses qui paraissent quand même assez impensables si on reprend simplement quelques années précédentes. Mais ce
ce qui est frappant surtout, je trouve, c'est cette polarisation de plus en plus importante et qu'il va falloir suivre parce que comme quand on disait sur ce plateau l'autre jour, l'extrême droite finalement n'a pas gagné tant que ça, c'est un peu un recul. L'extrême droite n'a jamais eu autant de conseillers municipaux en France. Donc il y a aussi ces affrontements-là qui arrivent dans des villes avec une bataille pour l'électorat populaire que s'arrache finalement à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite. Et c'est vrai qu'entre les deux, eh bien, on se bat un peu moins pour ça. Mais, ouais. Oui. Ziad Limam, vous avez critiqué le traitement par un certain nombre de médias sous l'angle effectivement excessivement polémique. Il n'empêche, il y a quand même eu des scènes. On va quand même écouter Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, qui s'exprimait à l'occasion de son premier conseil municipal, juste après son prédécesseur Mathieu Hanotin, pourtant un élu de la gauche du PS, qui a été copieusement sifflé à l'occasion de ce conseil municipal. Écoutez. S'il vous plaît. J'entends les propos désormais de Mathieu Hanotin. Je voudrais commencer par répondre de manière un peu concrète à certaines questions qui ont été posées. La première, c'est de dire que les urnes ont parlé. Moi, je suis issu du milieu sportif et que même si l'on s'est entraîné pendant des mois, lorsque le résultat tombe, nous faisons allégeance. La deuxième chose, c'est en direction des agents communaux. Je le dis à l'ensemble des directeurs, je le dis à l'ensemble des chefs de service, à l'ensemble des agents, pas celles et ceux qui vont tenter de remettre un programme qui a été battu dans les urnes. Et donc ces personnes-là, si c'est votre projet, nous n'aurons pas d'autre solution que bien sûr de nous en séparer. Il parle des employés municipaux. Est-ce que ce n'est pas la vieille politique, ça, justement ? Excusez-moi, c'est quand même un petit phénomène révolutionnaire. Donc, ils prennent des villes, ils gagnent, et il dit, ceux qui voudront, dans mon administration, faire en sorte de bloquer les réformes, il ne faut pas exagérer aussi, les maires, ce n'est pas non plus des présidents de la République, donc ils ont des domaines de compétences, mais c'est parfois très symbolique. La polémique sur le désarmement des polices municipales, et en particulier des LBD, quoi, quel scandale, etc. Mais attendez, allez dans ces coins-là, allez voir comment ça a été vécu par les populations. C'était reproché d'ailleurs à Mathieu Hanotin d'avoir armé la police municipale. Oui, mais donc, je veux dire, il dit juste, encore une fois, ça se discute, encore une fois, c'est un débat politique, mais il dit, moi, je n'accepterai pas que des gens de ma mairie bloquent le programme que j'ai été élu pour faire. Ça se discute politiquement, mais il est dans son rôle. Et de sortir ça sur les réseaux en disant « Oh, mais quel scandale, cette réunion du conseil syndical !» Vous pensez que les bascules gauche-droite, il ne va pas y avoir de l'épuration dans les mairies, on ne va pas virer des gens. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Après, d'un mot, il y a quand même un vocabulaire qui est utilisé sur le mot allégeance, par exemple. Oui, on n'est pas à faire allégeance sur l'ensemble. Il y a des oppositions, y compris dans les conseils municipaux, et ce qui est très sain, d'ailleurs, quel que soit le camp politique du maire ou de la maire. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, à Paris, Emmanuel Grégoire a eu des mots très amènes en direction de ses opposantes, en l'occurrence. Et Mathieu Hanotin en a eu pour le maire élu de Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci Ziad Limam. Merci Antoine Mariotti. On va plus loin, c'est terminé. Nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel. Merci.